À partie 1. Le silence pesait lourd dans l'étude notariale de Maître Dubois, un homme aux cheveux gris qui exerçait sa profession depuis plus de 30 ans dans le 16e arrondissement de Paris. Les murs lambrissés de chêne semblaient absorber les tensions qui flottèrent dans l'air automnal de ce mardi après-midi. Dehors, les feuilles dorées des platanes dansaient au gré du vent, mais à l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. Élise Moreau, 42 ans, était assise dans le fauteuil en cuir bordeaux, face au bureau imposant du notaire. Ses mains, soigneusement manucurées, reposaient calmement sur son sac Hermès noir, un cadeau que son mari lui avait offert pour leurs 15 ans de mariage. Ironie du sort, ce même sac allait être témoin de la fin de leur union. Elle portait un tailleur Chanel marine qui épousait parfaitement sa silhouette élancée, ses cheveux châtains tirés en un chignon impeccable. Rien dans son maintien ne trahissait la tempête qui faisait rage en elle depuis des semaines. À sa droite, Philippe Moreau, son époux, gesticulait nerveusement. Du haut de ses 45 ans, cet homme d'affaires prospère dirigeait une entreprise de BTP qui employait plus de 200 personnes. Ses cheveux poivre et sel, toujours parfaitement coiffés, encadraient un visage aux traits marqués par les années de stress et les repas d'affaires trop arrosés. Sa cravate Hermès, assortie à sa montre Rolex Submariner, témoignait de sa réussite financière. Mais aujourd'hui, malgré son costume sur mesure, il paraissait mal à l'aise, évitant soigneusement le regard de sa femme. La mère de Philippe, Marguerite Moreau, une femme de 68 ans aux allures de grande bourgeoise parisienne, trônait dans le fauteuil adjacent. Ses bijoux en or scintillaient sous la lumière tamisée du bureau, et son regard acéré ne quittait pas Élise, comme un rapace guettant sa proie. Elle portait un ensemble Dior gris perle qui lui donnait une prestance naturelle, mais son sourire mauvais gâchait toute l'élégance de sa tenue. Ses lèvres pincées trahissaient des années de mépris à peine dissimulées envers sa belle-fille. Le frère de Philippe, Antoine, trentenaire désinvolte aux cheveux blonds et bourriffés, pianotait sur son téléphone portable sans prêter grande attention à la gravité de la situation. Habillé d'un jean de créateur et d'une veste en cachemire, il incarnait parfaitement l'héritier insouciant qui n'avait jamais eu à travailler pour subvenir à ses besoins. Ses yeux bleus, identiques à ceux de son frère, fixaient l'écran de son smartphone avec une indifférence calculée. La sœur de Philippe, Charlotte, 40 ans, mariée à un diplomate, affichait un air supérieur depuis son arrivée. Ses cheveux blonds platine, coupés au carré, encadraient un visage aux pommettes saillantes rehaussées par un maquillage parfait. Son tailleur pantalon Saint-Laurent noir lui donnait une allure stricte qui contrastait avec ses escarpins rouges loup-boutin. Elle regardait Élise avec un mélange de pitié et de satisfaction, savourant visiblement ce moment qu'elle attendait depuis des années. Maître Dubois, le notaire, un homme bedonnant aux lunettes rondes, feuilletait nerveusement les documents étalés devant lui. Sa longue expérience lui avait appris à déceler les non-dits et les tensions familiales, et cette affaire-là promettait d'être particulièrement houleuse. Il avait connu Philippe enfant, quand son père venait régler les affaires familiales, et il avait assisté impuissant à la transformation de ce garçon jadis attachant en un homme d'affaires sans scrupules. « Alors, Élise, » commença Philippe d'une voix qu'il voulait assurer mais qui tremblait légèrement, « je pense que la situation est claire pour tout le monde. Nous n'allons pas nous mentir plus longtemps. Notre mariage est un échec depuis des années. » Élise ne broncha pas, ses yeux noisettes fixés sur un point invisible au-delà de la fenêtre. Elle avait appris au fil des années à maîtriser ses émotions, surtout face à cette famille qui n'avait jamais accepté ses origines modestes. Fille d'un employé de banque et d'une institutrice de Normandie, elle avait toujours été considérée comme une intruse dans ce milieu bourgeois parisien. « Tu ne dis rien ?» insista Philippe, agacé par ce silence qu'il interprétait comme de l'entêtement. « Tu sais très bien que nous ne nous aimons plus. Nous ne faisons plus que cohabiter. Nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre. » Marguerite ne put s'empêcher d'intervenir, sa voix nasillarde résonnant dans la pièce feutrée. « Mon fils a le droit au bonheur, ma chère Élise. Il a rencontré quelqu'un qui le comprend, qui partage ses ambitions. Laetitia est une jeune femme moderne, dynamique, qui saura l'épauler dans ses projets. » Élise esquissa un sourire imperceptible. Laetitia Dubois, aucun lien de parenté avec le notaire. 22 ans, secrétaire de direction dans l'entreprise de Philippe depuis 6 mois. Blonde, pulpeuse, ambitieuse, elle avait rapidement compris comment séduire un quadragénaire en pleine crise existentielle. Philippe n'était pas le premier patron qu'elle entreprenait, mais il était certainement le plus riche et le plus influent de sa collection. « Maman a raison », renchérit Charlotte en croisant ses jambes parfaitement épilées. « Cette situation ne peut plus durer. Tu t'accroches à un mariage mort depuis longtemps. C'est pathétique. »
Antoine leva enfin les yeux de son téléphone pour ajouter son grain de sel. Franchement, Élise, tu n'as jamais vraiment trouvé ta place dans notre famille. On l'a tous senti dès le début. Tu viens d'un autre monde. Tu as d'autres valeurs. Il vaut mieux que tout le monde reprenne sa liberté. Maître Dubois tout sauta discrètement, mal à l'aise face à cette curée familiale. Il avait vu défiler dans son étude des dizaines de divorces, mais rarement avec une telle absence de compassion. Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur les aspects juridiques, suggéra-t-il en ajustant ses lunettes. Philippe se pencha vers sa femme, son aftershave Creed, envahissant l'espace entre eux. Élise, sois raisonnable. Laetitia attend un enfant, mon enfant. Tu comprends ce que cela signifie? Nous allons enfin avoir un héritier pour l'entreprise familiale. Le mot « enfant » résonna comme un coup de poignard dans le cœur d'Élise. 15 ans de mariage, 15 ans d'espoir déçu, de fausses couches, de traitements de fertilité, de consultations médicales humiliantes. 15 ans à s'entendre dire par les médecins que tout était normal chez elle, que le problème venait peut-être du stress, de l'âge, du destin. 15 ans à supporter les remarques acides de sa belle-mère sur son incapacité à donner un héritier à la famille Moreau. Enfin un vrai héritier, jubila Marguerite, ses yeux brillants d'une satisfaction mauvaise. Dieu merci, la lignée des Moreau ne s'éteindra pas avec cette union stérile. Cette petite Laetitia, au moins, elle est fertile, une vraie femme. Élise serra imperceptiblement les poings, ses ongles courts s'enfonçant dans ses paumes. Elle se souvenait encore de leur lune de miel en Italie, quand Philippe lui chuchotait des mots d'amour en italien dans leur suite du grand hôtel Villa San Martino. Il lui promettait alors une grande famille, des enfants qui grandiraient dans l'amour et la complicité. Combien de fois avaient-ils fait l'amour en rêvant de cette descendance qui ne venait pas? Les premiers mois avaient été emplis d'espoir. Chaque retard de règles était vécu comme une possible grossesse. Puis les années avaient passé, et l'espoir avait laissé place à l'amertume. Philippe avait commencé à espacer leurs rapports intimes, prétextant la fatigue, le stress du travail. Il rentrait de plus en plus tard, trouvait toujours une excuse pour éviter les moments d'intimité. « Tu te rends compte ?» continua Philippe avec une excitation mal contenue. « Laetitia est enceinte de 3 mois déjà. 3 mois, et tout se passe parfaitement bien. Les médecins sont formels. C'est un garçon, un héritier mâle pour les entreprises Moreau. » Antoine ricana. « Au moins, on n'aura plus à entendre maman se plaindre qu'il n'y a pas de petit-fils pour reprendre l'affaire. » Cette pauvre Élise n'arrivait même pas à nous pondre un môme, stérile comme un désert. « Antoine !» le réprimanda mollement Charlotte, mais son sourire narquois trahissait sa satisfaction. « Il ne faut pas être si cruel. Ce n'est pas de sa faute si elle n'est pas faite pour la maternité. Toutes les femmes ne sont pas bénies par la nature. » Maître Dubois, de plus en plus mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Messieurs, dames, nous sommes ici pour régler les modalités d'un divorce. Pas pour... Vous avez raison, maître. » L'interrompit Philippe. Passons aux choses sérieuses. Il se tourna vers Élise avec un regard froid qu'elle ne lui connaissait pas. J'ai fait préparer un accord de divorce qui tient compte de notre situation patrimoniale. Tu récupères l'appartement de Neuilly que tu aimes tant, une pension alimentaire convenable et une partie des actions de l'entreprise familiale. Élise fronça légèrement les sourcils. L'appartement de Neuilly était certes magnifique, 150 mètres carrés dans un immeuble haussmannien, avec vue sur le bois de Boulogne, mais elle savait qu'il était grevé d'un crédit conséquent. Quant aux actions de l'entreprise, elle se doutait que Philippe avait calculé au plus juste. « En échange, poursuivit-il, tu renonces à toute prétention sur les autres biens familiaux. La maison de campagne en Normandie, l'appartement de Courchevel, les parts dans les autres sociétés du groupe, et bien sûr, tu t'engages à ne jamais contester cette répartition. » Marguerite se délectait visiblement de la situation. « C'est très généreux de la part de Philippe, ma chère Élise. Beaucoup d'hommes dans sa situation seraient moins cléments, surtout après 15 ans d'un mariage improductif. » Le notaire parcourut rapidement les documents. Il connaissait le patrimoine des Moreau. Il gérait les affaires familiales depuis la mort du père de Philippe 5 ans plus tôt. L'accord était effectivement en défaveur d'Élise, mais restait dans les limites de la légalité. En cas de refus, une procédure contentieuse risquait de s'éterniser, et le résultat ne serait peut-être pas plus favorable pour elle. « Madame Moreau, s'adressa-t-il à Élise, avez-vous pris connaissance de cet accord? Souhaitez-vous que nous repoussions la signature pour vous laisser le temps de consulter un avocat? » Philippe se raidit. « Un avocat? Pourquoi faire? L'accord est équitable. Et puis nous n'avons pas de temps à perdre. Laetitia accouche dans 6 mois. Je veux que tout soit réglé avant. Je ne veux pas que notre enfant naisse dans une situation familiale floue. Notre enfant... » Ces mots résonnaient étrangement dans la bouche de cet homme, qui, quelques années plus tôt,
affirmait qu'avoir des enfants n'était pas une priorité, qu'ils avaient le temps, que leur amour suffisait à leur bonheur. Élise se souvenait de ces soirées où elle pleurait en silence dans leur lit, tandis qu'il dormait paisiblement à côté d'elle, inconscient de sa souffrance. Charlotte consulta sa montre Cartier. Il faudrait peut-être accélérer les choses. J'ai un dîner important ce soir avec l'ambassadeur du Brésil, et Antoine a son cours de tennis. Exactement, approuva ce dernier. Mon coach m'attend au Racing Club. Il faut qu'on en finisse. Élise observait cette famille qu'il avait accueillie avec tant de réticence 15 ans plus tôt. Elle se souvenait encore de sa première visite dans l'hôtel particulier des Moreau, avenue Foch. Marguerite l'avait reçue avec une politesse glaciale, évaluant d'un œil critique sa robe achetée aux Galeries Lafayette, ses chaussures qui n'étaient en pas de grande marque, son accent normand qu'elle s'efforçait de gommer. Philippe, à l'époque, prenait encore sa défense. Il assurait sa mère qu'Élise était intelligente, cultivée, qu'elle avait fait de brillantes études de littérature à la Sorbonne. Mais Marguerite restait dubitative. Une fille du peuple ne pourrait jamais comprendre les codes de leur milieu, ne saurait jamais évoluer dans leur cercle sans faire honte à la famille. Les premières années avaient été un combat permanent. Élise avait appris à s'habiller chez les grands couturiers, à recevoir selon l'étiquette bourgeoise, à converser dans les dîners mondains. Elle avait pris des cours de maintien, de protocole, d'œnologie. Elle était devenue une parfaite épouse de bourgeois parisiens, au prix d'un reniement progressif de ses origines. Mais rien n'y faisait. Elle restait l'intruse, celle qui n'était pas née dans le bon milieu. Et quand les années avaient passé sans qu'elle tombe enceinte, elle était devenue le bouc émissaire de toutes les frustrations familiales. Marguerite ne ratait jamais une occasion de faire remarquer que les vraies femmes de leur milieu savaient donner des héritiers à leur mari. « Alors, Élise » s'impatienta Philippe. « Tu signes ou pas ? Je ne vais pas attendre toute la journée. Laetitia m'attend au bureau. Nous avons rendez-vous chez le gynécologue pour l'échographie du 6e mois. » Cette fois, Élise tressaillit légèrement. Elle imaginait cette jeune femme blonde et pulpeuse, la main posée sur son ventre arrondi, rayonnante de cette félicité maternelle qu'elle-même n'avait jamais connue. Elle la voyait déjà choisir les couleurs de la chambre du bébé, faire les boutiques de puériculture, recevoir les félicitations de tout le monde. « J'ai même pensé à rebaptiser l'enfant », annonça fièrement Philippe. « Il s'appellera Philippe Junior, comme moi, ou peut-être Maxime, comme grand-père, un prénom fort, qui sonne bien dans le monde des affaires. » Marguerite battit des mains comme une petite fille. « Oh, Philippe Junior, comme c'est merveilleux. Mon petit-fils portera le prénom de la famille. Il ressemblera sûrement à son père avec ses beaux yeux bleus. Laetitia a de très bons gènes. Elle vient d'une famille saine, sans tare héréditaire. » La pique était directe. Élise avait un oncle autiste que Marguerite avait rencontré une seule fois lors de leur mariage, et depuis, elle ne cessait de faire des allusions douteuses sur l'hérédité défaillante de sa belle-fille. Maître Dubois, de plus en plus gêné par cette conversation, tenta de recentrer le débat. « Madame Moreau, souhaitez-vous prendre connaissance en détail des clauses de cet accord de divorce ?» Philippe soupira bruyamment. « Maître, avec tout le respect que je vous dois, nous perdons du temps. L'accord est clair, équitable, et Élise n'a pas vraiment le choix. Soit elle signe maintenant en gardant sa dignité, soit nous engageons une procédure contentieuse qui durera des années et qui lui coûtera une fortune en frais d'avocat, et qui ternira davantage encore sa réputation, ajouta Charlotte avec un sourire mauvais. Vous imaginez les ragots dans le tout Paris ? La femme stérile qui s'accroche désespérément à un mari qui veut refaire sa vie avec une jeune femme enceinte ? Antoine ricana de nouveau. Ouais, ce serait vraiment pathétique. Surtout que maintenant, tout le monde est au courant pour Laetitia. Papa ne s'en cache même plus. Ils sont allés ensemble à l'opéra la semaine dernière et à l'exposition Monet au Grand Palais. Très romantique, Élise ferma brièvement les yeux. Elle se souvenait de leur propre sortie culturelle, 15 ans plus tôt. Philippe l'emmenait au théâtre, dans les musées. Ils passèrent des heures à discuter d'art et de littérature. Il semblait sincèrement épris de son intelligence, de sa culture. Puis, progressivement, ses sorties s'étaient espacées. Il préférait les dîners d'affaires, les cocktails mondains, où elle devait jouer le rôle de l'épouse parfaite, sans jamais donner son opinion personnelle. « Tu sais, Élise, » reprit Philippe sur un ton qu'il voulait conciliant, « au fond, c'est mieux pour toi aussi. Tu pourras enfin être toi-même, retrouver tes vraies racines. Tu n'auras plus besoin de jouer un rôle qui ne te correspond pas. » « Exactement, » approuva Marguerite. « Ma pauvre enfant, tu n'as jamais été heureuse avec nous. C'était visible. Tu ne partageais pas nos centres d'intérêt, nos relations, notre mode de vie. Maintenant, tu pourras fréquenter des gens de ton milieu,
avoir des conversations à ton niveau. L'hypocrisie de ses paroles révoltait Élise. Pendant 15 ans, il lui avait reproché ses origines tout en exigeant qu'elle s'adapte à leur monde. Et maintenant qu'il voulait se débarrasser d'elle, il prétendait agir pour son bien. Le notaire consulta sa montre. Il est déjà 16 heures. Si nous voulons finaliser cette affaire aujourd'hui... Oui, l'interrompit Philippe. Élise, il faut que tu prennes une décision. Soit tu signes maintenant, soit nous remettons tout à plus tard et nous engageons la procédure classique. Mais je te préviens, je ne reculerai pas. Ma décision est prise. Je veux divorcer, je veux épouser Laetitia, et je veux que notre enfant grandisse dans une famille unie et heureuse. Charlotte regarda sa belle-sœur avec un mélange de pitié et d'agacement. Élise, sois réaliste. Philippe ne t'aime plus. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut lui donner ce que tu n'as jamais pu lui donner. Ne vous rendez pas malheureux plus longtemps. Et puis, ajouta Antoine en rangeant son téléphone, c'est pas comme si tu allais te retrouver à la rue. L'appartement de Neuilly, c'est du beau, quand même. Tu pourras t'y refaire une petite vie tranquille. Peut-être même rencontrer quelqu'un de ton âge qui ne voudra pas d'enfant. Marguerite ne put s'empêcher de sourire. Ou alors, Élise pourra se consacrer à des œuvres charitables. Avec son grand cœur, elle ferait merveille auprès des déshérités. C'est sa vraie vocation, au fond. Aider les autres plutôt que de fonder une famille. Élise observa cette assemblée qui scellait son destin, avec tant de désinvolture. 15 ans de sa vie balayés en quelques minutes, 15 ans d'amour, d'espoir, de rêves brisés. Elle pensa à tous ces moments de bonheur qu'elle avait partagés avec Philippe, leurs voyages en amoureux, leurs fous rires complices, leurs projets d'avenir. Tout cela n'avait-il donc compté pour rien? Philippe se pencha vers elle. « Élise, je ne veux pas te faire de mal, vraiment, mais nous ne pouvons plus continuer à nous mentir. Notre histoire est finie, je ne ressens plus rien pour toi. Laetitia m'a redonné goût à la vie, elle m'a fait redécouvrir l'amour. Avec elle, je me sens revivre. » Ces mots achevèrent de briser le cœur d'Élise. Elle qui s'était tant battue pour sauver leur couple, qui avait tout essayé pour raviver la flamme, qui s'était remise en question 1000 fois, en se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Maître Dubois posa doucement les documents devant elle. « Madame Moreau, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le temps de relire l'accord une dernière fois. » Élise baissa les yeux sur les feuillets dactylographiés. Les clauses s'étalaient sous ses yeux, froides et impitoyables. Elle aperçut sa signature en bas de la dernière page, là où le notaire avait mis un petit post-it jaune avec la mention « Signature de l'épouse ». D'une main ferme, elle prit le stylo Montblanc que lui tendait Maître Dubois. Partie 2. Élise fit tourner le stylo Montblanc entre ses doigts, observant la lumière qui se reflétait sur le métal doré. Ce stylo, elle le reconnaissait. C'était celui que Philippe utilisait pour signer tous ses contrats importants, celui qu'il gardait précieusement dans le tiroir de son bureau en acajou. Ironique qu'il serve aujourd'hui à signer la fin de leur mariage. « Alors » s'impatienta Philippe en consultant sa Rolex. « Qu'est-ce que tu attends? Plus vite ce sera signé, plus vite nous pourrons tous passer à autre chose. » Marguerite tapotait nerveusement son sac Chanel, ses bagues en diamant cliquetant contre le fermoir doré. « Ma chère Élise, vous nous faites perdre du temps. Mon coiffeur m'attend chez Alexandre à 17 h, et vous savez comme il est difficile d'avoir un rendez-vous chez lui. » Charlotte croisa les jambes et remonta légèrement sa manche pour dévoiler sa montre Cartier, un geste calculé pour signifier son agacement. « Franchement, Élise, cette comédie a assez duré. Signe et libère-nous tous de cette situation pénible. » Antoine, qui avait recommencé à pianoter sur son téléphone, leva les yeux avec exaspération. « Merde, j'ai loupé 3 appels de mon coach. Il va me faire payer la séance même si j'arrive en retard. »« Élise, tu pourrais pas accélérer le mouvement ?» Maître Dubois toussa discrètement. 30 ans de notariat lui avaient appris à reconnaître les moments de tension extrême, et il sentait que quelque chose d'important se tramait. Le comportement d'Élise l'intriguait, trop calme, trop maîtrisée pour une femme sur le point de perdre son mari, sa belle famille et une grande partie de son patrimoine. « Madame Moreau, dit-il doucement, je dois vous informer que vous avez encore le droit de renoncer à cet accord jusqu'au moment où vous apposerez votre signature. Après, il sera définitif et irrévocable. Êtes-vous certaine de vouloir procéder ?» Philippe se pencha vers sa femme, son aftershave envahissant de nouveau l'espace. « Élise, regarde-moi. » Sa voix avait pris une intonation qu'il croyait persuasive. « Je sais que c'est difficile, mais c'est la meilleure solution pour nous deux. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aimera vraiment, quelqu'un qui te donnera l'attention que tu mérites. Moi, je ne peux plus te rendre heureuse. » Élise leva enfin les yeux vers lui, ses yeux bleus qu'elle avait tant aimés, qui la faisaient fondre quand il la regardait avec passion.
Maintenant, elle n'y lisait plus que de l'impatience et une pointe de culpabilité mal assumée. « Tu as raison, Philippe, » dit-elle d'une voix claire et posée. « Notre histoire est effectivement terminée. » Un sourire de soulagement traversa le visage de son mari. « Tu vois, je savais que tu finirais par comprendre. Au fond, tu as toujours été intelligente. C'est pour ça que je t'ai épousée au début. Ton intelligence. » Marguerite ne put retenir un petit rire sarcastique. L'intelligence, certes, mais il faut plus que ça pour construire une famille. Il faut de la fertilité, de la féminité, de la fécondité. Maman a raison, renchérit Charlotte. Laetitia, elle, c'est une vraie femme. Elle rayonne, elle est épanouie. On sent qu'elle est faite pour être mère. Antoine approuva en hochant la tête. D'ailleurs, elle a déjà commencé à aménager une nurserie dans l'appartement de fonction de Philippe. Très jolie, paraît-il, tout en blanc et doré, avec des petits anges au plafond, très classe. Élise imagina cette nurserie, ces préparatifs qu'elle avait elle-même rêvé de faire pendant des années. Combien de fois avait-elle visité les magasins de puériculture en secret, caressant du bout des doigts ces petits vêtements qu'elle n'aurait jamais l'occasion d'acheter? Combien de fois avait-elle regardé les chambres d'enfants dans les magazines de décoration, en s'imaginant border un petit être dans un lit à barreaux? Et puis, continua Philippe avec un enthousiasme qu'elle ne lui avait pas vu depuis des années, Laetitia a tellement de projets, elle veut reprendre ses études après l'accouchement, faire un MBA. Elle dit qu'elle aimerait m'aider à développer l'entreprise. Une vraie partenaire, tu comprends? Pas seulement une épouse décorative. Le coup porta. Pendant 15 ans, Élise avait justement essayé d'être cette partenaire. Elle avait proposé ses services pour la communication de l'entreprise, ayant fait des études de littérature et maîtrisant parfaitement l'écrit. Mais Philippe avait toujours refusé, prétextant que mélanger vie privée et professionnelle était dangereux. Apparemment, cette règle ne s'appliquait pas à Laetitia. Une femme moderne, approuva Marguerite, qui sait allier maternité et ambition professionnelle. C'est ça l'avenir. Pas ces femmes au foyer qui s'ennuient à longueur de journée. Nouveau coup de poignard. Élise était justement devenue femme au foyer sur l'insistance de Philippe et de sa famille. Quand elle avait voulu reprendre son travail d'enseignante après leur mariage, Marguerite avait fait une scène mémorable sur le fait qu'une épouse Moreau ne pouvait pas exercer un métier si peu en rapport avec leur rang social. Philippe l'avait convaincue d'abandonner sa carrière pour se consacrer entièrement à leur couple et à la future famille qu'ils fondaient. « Bon, » dit Philippe en se frottant les mains. « Maintenant que tout est clair, on peut signer ? Laetitia m'attend vraiment. Nous avons prévu d'aller choisir le landau après le rendez-vous médical. Elle a repéré un modèle anglais magnifique chez Bonpoint. » Maître Dubois se racla la gorge. « Monsieur Moreau, laissez au moins votre épouse le temps de lire l'accord en détail. C'est un document important qui engage l'avenir. »« Maître, » répondit Philippe avec agacement. « Nous avons déjà discuté de tous les points importants. Élise récupère l'appartement de Neuilly, une pension convenable et quelques actions. Que demander de plus? C'est largement suffisant pour une femme seule qui n'aura pas d'enfant à charge. » Élise parcourut rapidement les pages du contrat. Effectivement, elle récupérait l'appartement de Neuilly, d'une valeur de 800 000 €, mais grevé d'un crédit de 400 000 €. La pension alimentaire s'élevait à 3 000 € par mois, ce qui était correct, mais pas mirobolant compte tenu du train de vie qu'elle avait mené. Quant aux actions de l'entreprise, elle n'en récupérait que 5%, soit la part minimale que la loi lui garantissait. En revanche, elle renonçait à la maison de campagne en Normandie, une propriété de famille d'une valeur de plus d'1 million d'euros, à l'appartement de Courchevel, 600 000 €, aux parts dans les autres sociétés du groupe, aux œuvres d'art, aux bijoux de famille et à la villa de Saint-Tropez qu'ils avaient achetée ensemble 3 ans plus tôt. « C'est équitable, » insistait Philippe. « Tu n'as jamais vraiment aimé la campagne. Tu ne skis pas, et Saint-Tropez, c'est trop mondain pour toi. L'appartement de Neuilly te suffira largement. » Charlotte ricana. D'ailleurs, Laetitia adore la montagne. Elle a fait du ski de compétition dans sa jeunesse. Elle sera bien plus à l'aise que toi à Courchevel. Antoine approuva. Et elle nage comme un poisson. Parfait pour Saint-Tropez. Philippe m'a dit qu'elle avait un corps de rêve en bikini. Pas comme... Il s'arrêta net en voyant le regard noir que lui lançait son frère. Mais Élise avait compris. Pas comme elle, avec son corps de femme de 42 ans qui n'avait jamais porté d'enfant, qui avait gardé certes une silhouette élancée mais sans la pulpe de la jeunesse. Elle qui avait pourtant entretenu son physique avec soin, faisant du yoga, de la natation, surveillant son alimentation pour rester désirable aux yeux de son mari. Bref, reprit Philippe, cet accord tient compte de nos personnalités respectives et de nos besoins réels. Tu auras tout ce qu'il faut pour refaire ta vie discrètement.
discrètement. Le mot résonna étrangement, comme si elle devait désormais vivre dans l'ombre, effacée, oubliée. La femme stérile qui avait échoué dans son rôle d'épouse. Marguerite consulta de nouveau sa montre. « Élise, ma chérie, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. J'ai vraiment ce rendez-vous chez Alexandre. Et ensuite, je dîne chez les Rothschild. Vous comprenez bien que je ne peux pas arriver en retard. Et moi, j'ai promis à Laetitia de l'emmener faire du shopping sur les champs, » ajouta Philippe. Elle veut s'acheter des vêtements de grossesse chez Séraphine. Apparemment, c'est la marque que portait Kate Middleton quand elle était enceinte. Laetitia a beaucoup de goût, vous savez. Élise ferma les yeux quelques secondes. Elle revoyait cette boutique Séraphine où elle était entrée furtivement quelques années plus tôt, caressant du regard ses robes de maternité qu'elle ne pourrait jamais porter. La vendeuse, croyant bien faire, lui avait proposé de l'aider. Élise avait bredouillé qu'elle regardait pour une amie et était sortie précipitamment, le cœur brisé. « Tu sais, Élise, » reprit Philippe sur un ton qu'il croyait bienveillant, « au fond, c'est un nouveau départ pour toi. Tu vas pouvoir retrouver tes vraies passions. La lecture, les musées, les concerts. Tu pourras même voyager, faire un tour du monde. Pourquoi pas ?» Charlotte approuva. « Exactement. Tu vas avoir une liberté que nous, les mères de famille, nous n'avons pas. Tu pourras être égoïste, ne penser qu'à toi. C'est un privilège, au fond. » Antoine ricana de nouveau. « Ouais, la belle vie de célibataire. Fini les obligations familiales, les déjeuners du dimanche chez maman, les vacances avec les gosses qui braillent. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. » L'ironie de la situation n'échappait pas à Élise. Eux qui l'avaient toujours considérée comme une intruse, lui expliquaient maintenant qu'elle avait de la chance d'être exclue de leur cercle familial. Maître Dubois observait Élise avec attention. Quelque chose dans son attitude l'intriguait. Elle était trop calme, trop sereine pour une femme en train de perdre tout ce qui avait constitué sa vie pendant 15 ans. Il avait l'impression qu'elle cachait quelque chose, qu'elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Madame Moreau, dit-il doucement, avant de signer, souhaitez-vous que nous évoquions les modalités de partage des dettes du couple ? Philippe haussa les épaules. Quelle dette ? Nous n'avons pas de dette significative. Juste le crédit de l'appartement de Neuilly qu'Élise va récupérer avec l'appartement. Et les emprunts contractés pour l'entreprise, insista le notaire. Ça, ce sont des dettes professionnelles, répondit Philippe avec agacement. Ça ne concerne qu'Élise dans la mesure où elle récupère des actions de l'entreprise. Élise continua à examiner les documents, tournant lentement les pages. Elle s'arrêta sur une clause particulière, dans l'annexe 3, et un sourire presque imperceptible étira ses lèvres. « Qu'est-ce qui vous fait sourire ?» demanda Marguerite avec suspicion. « Rien, » répondit Élise tranquillement. « Je me disais juste que c'est un document très... complet. » Philippe se détendit. « Évidemment. Mon avocat a pensé à tout. Maître Bernstein est l'un des meilleurs de Paris en droit matrimonial. Il a géré le divorce de Jean-Claude Darmon, vous savez, le patron de la chaîne d'hôtels. Une affaire complexe, mais impeccablement réglée. » Charlotte se pencha vers sa belle-sœur. « Et puis, Élise, soyons honnêtes, tu n'as jamais vraiment contribué à la construction du patrimoine familial. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas investi, tu n'as fait qu'accompagner Philippe. Il est normal que tu ne récupères qu'une partie des biens. » Antoine approuva vigoureusement. « Exactement. Papa disait toujours qu'il fallait que chacun récupère ce qu'il avait apporté. Toi, Élise, franchement, qu'est-ce que tu as apporté ?» La question était cruelle mais révélatrice de l'état d'esprit de cette famille. 15 ans de soutien inconditionnel, d'accompagnement dans les mondanités, de présence lors des dîners d'affaires, de gestion de la maison, d'organisation des réceptions, tout cela ne comptait pour rien à leurs yeux. « Antoine !» le réprimanda mollement Philippe, mais sans grande conviction. « Il ne faut pas être si direct. »« Pourquoi ?» rétorqua son frère. « C'est la vérité. Élise n'a jamais travaillé, n'a jamais gagné un centime, n'a même pas donné d'héritier. Qu'est-ce qu'elle a apporté, concrètement ?» Marguerite hocha la tête. « Antoine a raison. Dans notre milieu, les femmes doivent apporter quelque chose. Soit une dot, soit une descendance, soit des relations utiles. Élise. » Elle haussa les épaules avec dédain. Élise continuait à feuilleter le document, s'arrêtant de temps en temps sur certaines clauses. Le notaire l'observait toujours, de plus en plus intrigué par son comportement. « Vous savez, » dit Philippe en consultant une nouvelle fois sa montre, « Laetitia, elle, apporte beaucoup à notre couple. Elle est jeune, dynamique, fertile, évidemment, mais aussi ambitieuse. Elle a des idées pour développer l'entreprise. Elle parle 3 langues couramment. Elle a des relations dans le milieu bancaire. Et elle est si jolie, » renchérit Marguerite. « Vous avez vu ses photos sur Instagram ? Une vraie beauté.
blonde, élancée, des yeux verts magnifiques. Et ce sourire, elle illumine une pièce quand elle entre. Charlotte ne put s'empêcher d'ajouter « Et elle s'habille avec beaucoup de goût, toujours très féminine, très élégante. Elle sait mettre en valeur ses atouts sans être vulgaire. Une vraie lady. » Antoine ricana. Et surtout, elle est fertile, enceinte au bout de 6 mois. Efficace, la petite. Cette fois, Philippe fronça les sourcils. « Antoine, ça suffit. »« Quoi ?» se défendit ce dernier. « C'est important, non ? Après 15 ans de mariage stérile, c'est un soulagement de voir que le problème ne venait pas de Philippe. » Le silence qui suivit fut pesant. Élise leva lentement les yeux du document et regarda Antoine, puis Philippe, puis Marguerite, puis Charlotte. Ils évitaient tout son regard, mal à l'aise d'avoir été aussi loin dans la cruauté. « Vous avez raison, » dit-elle calmement. Le problème ne venait pas de Philippe. Philippe se redressa, soulagé qu'elle admette enfin sa responsabilité dans leur échec procréatif. « Tu vois, je savais qu'au fond, tu étais raisonnable. Nous ne pouvions pas continuer à nier la réalité. » Élise hocha la tête. « Effectivement, nous ne pouvons pas continuer à nier la réalité. » Maître Dubois fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Élise répétait les paroles de Philippe, comme si elle sous-entendait autre chose. « Bon !» s'exclama Marguerite en battant des mains. « Maintenant que tout est dit, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Élise, signez donc ce document et libérons-nous tous. » Élise prit le stylo Montblanc et l'approcha de la signature. « Juste une question, maître Dubois. Une fois que j'aurai signé, cet accord sera-t-il définitivement irrévocable ? » « Absolument, » confirma le notaire. « Une fois authentifié par mes soins, il aura force exécutoire. Aucun des 2 époux ne pourra revenir dessus, sauf vice de procédure ou dol, ce qui est très rare et difficile à prouver. » Philippe sourit largement. « Parfait. Comme ça, nous serons tranquilles. Pas de mauvaise surprise, pas de revirement. Clean. » Élise approcha de nouveau le stylo de la feuille. « Et ce document fait bien état de l'ensemble du patrimoine du couple. Tous les biens, tous les avoirs, toutes les créances. Évidemment, » s'impatienta Philippe. « Mon avocat a fait un état exhaustif. Tout y est. Maître Dubois, tout ça. Madame, êtes-vous sûre de vouloir signer ? Maintenant ?» L'insistance du notaire sur le mot « maintenant » surprit toute l'assemblée. Philippe le regarda avec agacement. « Maître, qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi cette question ?» Le notaire ne quittait pas Élise des yeux. « Madame Moreau, êtes-vous certaine que le moment est opportun ?» Élise lui sourit. « Au contraire, maître, le moment est parfait. » Et d'un geste ferme et décidé, elle signa le document. Partie 3. Le silence qui suivit la signature d'Élise fut assourdissant. Philippe la regardait, incrédule, comme s'il n'arrivait pas à croire que ce moment tant attendu était enfin arrivé. Marguerite battit discrètement des mains, un sourire de triomphe illuminant son visage ridé. Charlotte consulta ostensiblement sa montre Cartier, tandis qu'Antoine poussait un soupir de soulagement exagéré. « Voilà !» s'exclama Philippe en se frottant les mains. « C'est fait. Nous sommes libres. » Maître Dubois examina attentivement la signature d'Élise, puis rangea méthodiquement les documents dans leur chemise cartonnée. Ses gestes étaient lents, presque hésitants, comme s'il repoussait le moment de valider définitivement cet accord. « Madame Moreau, » dit-il en relevant ses lunettes, « maintenant que vous avez signé, je dois procéder à l'authentification de ce document. Êtes-vous absolument certaine de ne pas vouloir demander un délai de réflexion supplémentaire ?» Élise le regarda avec un calme déconcertant. « Maître, j'ai eu 15 ans pour réfléchir. Je pense que c'est suffisant. » Philippe éclata de rire. « Excellente réponse. Tu vois, Élise, quand tu veux, tu peux être pleine de bon sens. » Marguerite ne put s'empêcher d'ajouter « Enfin, ma pauvre enfant, vous auriez dû prendre cette décision il y a des années. Tout le monde aurait été plus heureux. » Charlotte croisa les jambes et lissa sa jupe Saint-Laurent. « Maintenant, nous allons enfin pouvoir organiser le mariage de Philippe et Laetitia. Une vraie cérémonie, avec toute la famille, tous nos amis, pas comme... » Elle s'arrêta net, réalisant qu'elle allait comparer avec le mariage d'Élise et Philippe. « Pas comme quoi ?» demanda Élise avec une douceur inquiétante. Rien, bredouilla Charlotte. Je voulais dire... Une cérémonie dans la tradition familiale. Antoine ricana. Elle voulait dire pas comme votre petit mariage bourgeois de province. Cette fois, ce sera à Notre-Dame-des-Champs, avec réception au Bristol. Quelque chose de digne du nom des Moreau. Le coup porta encore. Élise se souvenait de leur mariage, célébré dans la petite église de son village normand, avec un repas dans la salle des fêtes décorée de guirlandes de papier crépon.
Philippe avait insisté pour que la cérémonie ait lieu chez elle, prétextant que c'était plus romantique. En réalité, Marguerite avait refusé d'organiser quoi que ce soit à Paris pour une fille de rien. Laetitia a déjà choisi sa robe, continua Philippe avec un enthousiasme qui contrastait cruellement avec l'indifférence qu'il avait montrée pour les préparatifs de son premier mariage. Une création exclusive de Stéphane Roland, magnifique, très princesse mais moderne. Elle sera resplendissante. Marguerite joignit les mains. Oh, j'ai hâte de voir ça. Une vraie mariée, rayonnante de bonheur et de maternité, comme c'est émouvant. Élise imagina cette scène. Laetitia dans sa robe de créateur, son ventre arrondi mis en valeur par la coupe savamment étudiée, descendant l'allée centrale de Notre-Dame-des-Champs, sous les regards admiratifs de l'assistance. Philippe, en jaquette, l'attendant au pied de l'autel avec le sourire béat du futur papa comblé. Et puis, ajouta Charlotte, nous organiserons une baby shower digne de ce nom. Laetitia mérite qu'on fête comme il se doit l'arrivée du premier héritier Moreau. Antoine approuva. Ouais, chez Maxim's ou au Meurice, avec tous nos amis, toutes les relations d'affaires. Il faut que tout Paris sache que les Moreau ont enfin un héritier. Maître Dubois tout sauta discrètement. Si nous pouvions revenir à nos affaires... J'ai besoin de vérifier quelques points avant de procéder à l'authentification finale. Philippe fronça les sourcils. Quel point? Tout est clair, non? Élise a signé. L'accord est valide. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Le notaire feuilleta lentement les documents. Il me faut contrôler que l'état du patrimoine déclaré est exhaustif et exact. C'est ma responsabilité professionnelle. Voyons, maître, s'impatienta Marguerite. Vous connaissez la famille Moreau depuis des décennies. Vous gérez nos affaires depuis la mort de mon mari. Vous savez très bien quel est notre patrimoine. Justement, répondit le notaire en regardant Élise par-dessus ses lunettes. C'est bien pour cela que je m'interroge sur certains oublis. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Philippe se redressa dans son fauteuil. Des oublis? Quels oublis? Mon avocat a fait un inventaire complet. Maître Dubois continua à feuilleter les documents avec une lenteur exaspérante. Par exemple, je ne vois nulle part mention de la SCI Normandie Investissement. Philippe pâlit légèrement. La SCI? Mais c'est une société civile immobilière créée par mon père. Elle ne fait pas partie du patrimoine du couple. Ah? Le notaire releva un sourcil. Pourtant, d'après mes archives, Madame Moreau détient 49% des parts de cette société depuis... Il consulta un dossier. Depuis le 15 mars 2018. Le visage de Philippe passa du blanc au rouge cramoisi. Qu'est-ce que vous racontez? Élise n'a jamais eu de part dans cette SCI. Élise sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. Si, Philippe, tu me les as donnés. Le 15 mars 2018, pour notre 13e anniversaire de mariage. Tu te souviens? N'importe quoi, explosa Philippe. Je n'ai jamais... Si, l'interrompit doucement Élise. Tu avais bu ce soir-là. Nous revenions du restaurant Le Grand Véfour. Tu m'avais dit que tu voulais me faire un cadeau exceptionnel pour me remercier de ma patience face à nos difficultés à avoir des enfants. Oh, Marguerite intervint, la voix stridente. C'est ridicule. Philippe n'aurait jamais fait une chose pareille. Maître Dubois sortit un document de son dossier. J'ai ici l'acte de cession de parts signé de la main de monsieur Philippe Moreau et authentifié par mes soins. 49% des parts de la SCI Normandie Investissement, cédées à titre gratuit à madame Élise Moreau, née Dubois. Philippe arracha presque le document des mains du notaire. Mais c'est impossible. Je ne me souviens pas. Pourtant, dit Élise calmement, tu avais insisté pour que nous venions chez Maître Dubois le lendemain matin pour officialiser le tout. Tu disais que c'était important que ton épouse soit associée au patrimoine familial. Charlotte se pencha pour examiner le document par-dessus l'épaule de son frère. C'est bien ton écriture, Philippe. Et ta signature. Antoine était devenu livide. Mais cette SCI, c'est elle qui possède la maison de Normandie, l'appartement de Courchevel et la villa de Saint-Tropez, compléta Élise avec un sourire, ainsi que 3 immeubles de rapport dans le 16e arrondissement et un portefeuille d'actions d'une valeur de... Combien déjà, maître Dubois? Le notaire consulta ses notes. Environ 12 millions d'euros, madame. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Philippe regardait le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Marguerite était devenue crayeuse, ses bijoux cliquetant tandis que ses mains tremblaient. Charlotte et Antoine échangèrent des regards affolés. 12 millions? Bredouilla Philippe. Mais c'est impossible. Les investissements ont été particulièrement judicieux ces dernières années, expliqua le notaire. La valorisation du patrimoine immobilier parisien, la plus-value sur les actions technologiques,
Élise croisa tranquillement les mains sur son sac Hermès. En fait, Philippe, quand tu m'as fait ce cadeau, tu m'as expliqué que tu voulais que je sois protégée au cas où il t'arriverait quelque chose. Tu m'as dit que comme nous n'avions pas d'enfants, il était important que j'aie ma part du patrimoine familial. Marguerite se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. C'est un piège, un complot, elle l'a manipulé. Maman, Philippe tentait de garder son calme, mais sa voix tremblait. Laisse-moi réfléchir. Réfléchir à quoi? Explosa Antoine. Cette garce nous a bernés. Elle nous a laissé croire qu'elle n'avait droit à rien. Et pendant ce temps, elle possédait la moitié du patrimoine familial. Charlotte, plus calculatrice, examina de nouveau le document. Attends, Antoine. Si elle possède 49% des parts, Philippe en possède encore 50 et 1%. Il garde la majorité. Maître Dubois toussa discrètement. Pas exactement. Monsieur Philippe possède effectivement 50 et 1% des parts, mais Madame Élise, en plus de ses 49% personnels, détient depuis hier un mandat de gestion pour les 2% restants. Cette fois, ce fut au tour de Philippe de se lever d'un bond. Quoi? Quel mandat? Le mandat signé par votre oncle Hubert hier matin, précisa le notaire. Il m'a appelé pour me prévenir qu'il souhaitait que Madame Élise gère ses parts en son nom, étant donné qu'elle est la seule membre de la famille à avoir suivi des études supérieures et à comprendre réellement les enjeux financiers. Élise sourit de plus belle. Ton oncle Hubert m'a toujours apprécié, Philippe. Contrairement au reste de ta famille, Marguerite s'effondra dans son fauteuil. Hubert, ce traître, ce qui signifie, continua le notaire imperturbablement, que Madame Élise contrôle désormais 51% des parts de la SCI Normandie Investissement. Elle en a la majorité. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre voler une mouche. Philippe fixait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Charlotte et Antoine semblaient pétrifiés. Marguerite respirait avec difficulté, une main pressée sur sa poitrine. Mais ça veut dire quoi concrètement? Finit par bredouiller Philippe. Élise se leva gracieusement, lissant sa jupe Chanel. Concrètement, mon cher Philippe, cela signifie que je contrôle désormais la maison de Normandie, où tu comptais emmener Laetitia en lune de miel, l'appartement de Courchevel, où vous vouliez passer vos vacances d'hiver, la villa de Saint-Tropez où elle devait bronzer en bikini, et accessoirement, les immeubles qui rapportent près de 600 000 € de loyer par an. Antoine se leva à son tour, le visage déformé par la colère. « Tu ne peux pas faire ça, c'est du chantage. » « Du chantage ?» Élise haussa un sourcil. « Je ne fais qu'exercer mes droits de propriétaire. D'ailleurs, en tant que majoritaire, j'ai le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts de la société. » Charlotte intervint, la voix stridente. « Modifier les statuts? Pourquoi faire? »« Oh, rien de bien méchant, » répondit Élise avec une fausse innocence. « Juste interdire l'accès aux biens de la société à toute personne n'étant pas membre de la famille Moreau. » Philippe blêmit. « Tu veux dire, je veux dire que ta chère Laetitia ne pourra jamais mettre les pieds dans aucune de nos propriétés, tant qu'elle ne sera pas officiellement une Moreau, bien sûr. » Marguerite se redressa péniblement. « Mais vous allez divorcer. Philippe va épouser Laetitia. Elle deviendra une Moreau. » Élise sourit de plus belle. « Ah, mais justement. » Elle se tourna vers Maître Dubois. « Maître, pourriez-vous rappeler à la famille les termes exacts de l'accord de divorce que je viens de signer ?» Le notaire parcourut rapidement le document. Selon cet accord, Madame Élise Moreau renonce à toute prétention sur le patrimoine de son époux. En échange, elle conserve intégralement ses biens propres, acquis avant ou pendant le mariage. « Exactement », approuva Élise. « Mes parts dans la SCI étant un don de Philippe, elles constituent mes biens propres. Le divorce ne les affecte en rien. » Philippe se laissa retomber dans son fauteuil, atterré. « Mais tu ne peux pas nous faire ça. »« Vous faire quoi ?» demanda Élise innocemment. « Vous avez voulu divorcer. Nous divorçons. Vous m'avez expliqué que j'étais inutile, stérile, encombrante. Maintenant, vous allez pouvoir vivre votre bonheur parfait avec Laetitia, mais dans l'appartement de fonction de Philippe. » Charlotte tenta une dernière manœuvre. « Élise, soyons raisonnables. Tu ne peux pas nous priver de nos maisons de famille. Ces biens appartiennent aux Moreau depuis des générations. »« Justement, » répondit Élise. « Moi aussi je suis une Moreau, depuis 15 ans. Et contrairement à votre future belle-sœur, moi, j'ai légalement le droit de porter ce nom. » Antoine explosa. « Tu es une Moreau par alliance, pas de sang. »« Mais de droit, » rétorqua Élise. « Et aux yeux de la loi, c'est tout ce qui compte. » Maître Dubois observait cette joute verbale, avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il commençait à comprendre pourquoi Élise avait signé l'accord de divorce avec tant de sérénité.
Elle avait manœuvré avec une intelligence remarquable. Philippe tenta une dernière approche. « Élise, je t'en supplie, sois raisonnable. Nous pouvons renégocier l'accord de divorce, te donner davantage. » Élise secoua la tête. « Trop tard, Philippe. L'accord est signé et sera bientôt authentifié. Il est irrévocable, tu l'as dit toi-même. » Marguerite, qui avait gardé le silence depuis quelques minutes, se leva brusquement. « Il doit bien y avoir un moyen. Maître Dubois, ne peut-on pas annuler cette signature, prétendre qu'elle était sous l'emprise de médicaments, ou en état de choc ?» Le notaire secoua la tête. « Madame Moreau, mère, votre belle-fille était parfaitement lucide et consciente de ses actes. J'en témoignerai si nécessaire. » Antoine se tourna vers Élise, menaçant. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? On va te faire la guerre. On va contester tout. » Élise le regarda sans ciller. « Allez-y. Avec quels moyens? Les avocats coûtent cher, et votre train de vie aussi. Sans les revenus des immeubles de rapport, comment allez-vous financer vos procédures ?» Charlotte réalisa soudain l'ampleur du désastre. « Mais nos appartements. Nous habitons tous dans des biens qui appartiennent à la SCI. »« Exactement, » confirma Élise. « Antoine vit dans le studio du 16e que papa Moreau lui avait offert. Toi, Charlotte, tu occupes le duplex de l'avenue Foch. Et Philippe vit dans l'appartement de fonction de l'entreprise, qui est aussi propriété de la SCI. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Ils réalisaient tous progressivement qu'Élise tenait désormais leur mode de vie entre ses mains. « Qu'est-ce que tu veux ?» finit par demander Philippe d'une voix blanche. Élise remit délicatement son sac sur son épaule. « Rien, Philippe. Je veux juste que justice soit rendue. » Partie 4. Philippe se leva lentement, ses jambes tremblant légèrement sous le choc de la révélation. Il s'approcha de la fenêtre du bureau de Maître Dubois, regardant sans les voir les passants qui déambulaient dans la rue. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme vieilli de 10 ans, en quelques minutes. « Justice ?» répéta-t-il d'une voix sourde. « Tu parles de justice, Élise? Et la justice, c'est de nous ruiner, de nous priver de nos biens familiaux ?» Élise demeura parfaitement calme, ses mains toujours posées sur son sac Hermès. « La justice, Philippe, c'est de subir les conséquences de ses actes. Pendant 15 ans, ta famille et toi m'avez humilié, rabaissé, méprisé. Vous m'avez fait comprendre que je n'étais rien, que je ne valais rien. Aujourd'hui, vous découvrez votre erreur. » Marguerite tentait de reprendre contenance, ajustant nerveusement ses bijoux. « Élise, ma chère enfant, il y a peut-être eu des malentendus, des mots malheureux. Vous savez bien que les familles... » Des malentendus? Élise se tourna vers sa belle-mère avec un sourire glacial. « Marguerite, vous m'avez appelée la stérile devant vos amis du bridge. Vous avez dit à Madame de Montclair que Philippe avait épousé une fille de rien qui ne savait même pas faire des enfants. » Des malentendus? Marguerite pâlit, réalisant qu'Élise avait tout entendu, tout retenu. C'était dans un moment d'énervement. Et vous, Charlotte, continua Élise en se tournant vers sa belle-sœur, vous avez dit à votre mari que Philippe aurait mieux fait d'épouser la fille des Rothschild. Au moins, elle aurait apporté une dot et un utérus fonctionnel. Charlotte ouvrit la bouche pour protester, puis la referma, prise en flagrant délit. Elle se souvenait parfaitement de cette conversation avec son époux diplomate qu'elle croyait privée. « Quant à toi, Antoine, » Élise fixa le plus jeune des Moreau, « tes plaisanteries sur la femme thermos qui garde tout au chaud mais ne produit rien ont beaucoup amusé tes amis du Racing Club. » Antoine devint écarlate. « Comment qui t'a dit? Les domestiques ont des oreilles, Antoine. Et contrairement à vous, ils me respectent. Ou plutôt, ils me respectaient. Car maintenant, c'est moi qui les paye. » Cette dernière révélation frappa la famille comme un coup de massue. Dans leur monde, contrôler le personnel domestique signifiait contrôler l'information, les allées et venues, la vie privée de chacun. Philippe se retourna brusquement. « Les domestiques? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Marie-Claire, votre gouvernante depuis 20 ans, expliqua Élise avec délectation, est employée par la SCI Normandie Investissement, ainsi que François, le chauffeur, Brigitte, la femme de ménage, et Jean-Pierre, le jardinier. Leurs salaires sont payés par la société, que je contrôle désormais. » Maître Dubois confirmait d'un hochement de tête, consultant ses dossiers. Effectivement, tous les employés de maison sont salariés de la SCI. Cela permet des avantages fiscaux non négligeables. Charlotte porta une main à sa gorge. Mais cela signifie que Marie-Claire, qui range vos affaires, qui connaît vos habitudes, vos secrets, vos faiblesses, travaille maintenant pour moi, compléta Élise. Comme les autres, d'ailleurs. Marguerite s'effondra littéralement dans son fauteuil. Marie-Claire. Mais elle connaît tout, tous nos rendez-vous, nos conversations téléphoniques. Exactement.
approuva Élise. Elle m'a d'ailleurs raconté des choses fascinantes. Par exemple, vos visites chez le docteur Lemercier, Marguerite, un neurologue spécialisé dans les troubles de la mémoire. Le visage de Marguerite se décomposa. Comment osez-vous? C'est de l'espionnage. C'est de l'information, corrigea Élise. Marie-Claire s'inquiétait pour vous. Elle m'a confié que vous oubliez de plus en plus souvent des choses importantes. Vos clés, vos rendez-vous, parfois même les noms de vos amis. Philippe se tourna vers sa mère, alarmé. « Maman, c'est vrai? Tu ne nous as rien dit ?» Marguerite agitait ses mains avec nervosité. « Ce ne sont que des petits troubles liés à l'âge, rien de grave. Le docteur Lemercier m'a dit... » Le docteur Lemercier vous a prescrit un traitement pour retarder l'évolution de votre maladie d'Alzheimer débutante, révéla Élise implacablement. Marie-Claire a vu l'ordonnance. Le silence qui suivit fut pesant. Antoine et Charlotte échangèrent des regards inquiets. Philippe s'approcha de sa mère. « Maman, pourquoi tu ne nous as rien dit ? » Parce que j'avais peur, avoua Marguerite dans un souffle. Peur que vous me mettiez dans une maison, peur de perdre ma place dans la famille. Élise observait cette scène avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Elle n'éprouvait aucune pitié pour cette femme qui l'avait tant fait souffrir, mais elle réalisait l'ironie de la situation. Marguerite, qui l'avait accusée d'être défaillante, cachait elle-même ses propres défaillances. « Et vous, Antoine ?» continua Élise. « Marie-Claire m'a également parlé de vos habitudes, vos dettes de jeu par exemple. » Antoine bondit. « Mes dettes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Le casino de Deauville, celui d'Anguienne. Et maintenant, les paris en ligne. 150 000 € de dettes, à ce que m'a dit Marie-Claire. Elle vous a entendu au téléphone avec vos créanciers. » Philippe regardait son frère avec incrédulité. « Antoine ? C'est vrai ?» Antoine baissa la tête. « J'ai eu un passage difficile, mais je vais rembourser. » « Avec quel argent ?» demanda Élise cruellement. « Votre allocation mensuelle que vous verse la SCI, celle que je contrôle maintenant ?» Charlotte tentait de détourner l'attention. « Et moi ? Qu'est-ce que vos espions ont trouvé sur moi ?» Élise lui sourit. « Oh Charlotte, votre mari ignore que vous avez hypothéqué en secret votre duplex de l'avenue Foch pour financer vos achats compulsifs de mode. 300 000 € d'hypothèque sur un bien qui ne vous appartient même pas, puisqu'il est de propriété de la SCI. » Charlotte blêmit. « Comment est-ce possible ? Vous avez falsifié des documents, ma chère belle-sœur. Vous avez fait croire à la banque que vous étiez propriétaire du bien. C'est ce qu'on appelle un faux et usage de faux. » Maître Dubois fronça les sourcils. « Madame, si ces accusations sont exactes, nous parlons d'un délit pénal. » Philippe se tourna vers sa sœur, atterré. « Charlotte, tu as fait ça ?» Charlotte tentait de garder contenance. « C'était temporaire. Je comptais tout rembourser. Mon mari va être nommé ambassadeur au Japon. Nous aurons plus de moyens. »« Ah, mais justement !» Élise sortit son téléphone de son sac. « J'ai reçu un appel intéressant ce matin. Votre mari, Charlotte. Il voulait me remercier de lui avoir ouvert les yeux sur certaines irrégularités financières. » Le sang se retira du visage de Charlotte. « Vous lui avez dit ? Je lui ai transmis les documents que Marie-Claire avait trouvés dans votre secrétaire, les relevés bancaires, les courriers de la banque. Il était très intéressé. Surtout qu'une nomination diplomatique exige un casier judiciaire vierge. » Charlotte s'effondra. « Mon Dieu, ma carrière, sa carrière. » Antoine regardait sa sœur avec stupéfaction. « Tu as foutu en l'air la nomination de Jean-François ? Et ce n'est pas tout, » continua Élise impitoyablement. « Votre mari m'a également appris quelque chose d'intéressant sur vous, Philippe. » Philippe, qui tentait d'aider sa mère à reprendre ses esprits, releva brusquement la tête. « Moi ? Qu'est-ce que Jean-François peut savoir sur moi ? Il m'a dit que lors d'un dîner officiel la semaine dernière, vous avez eu une conversation très révélatrice avec l'attaché commercial de l'ambassade d'Allemagne. » Philippe fronça les sourcils. « Et alors, nous parlions affaires. Vous parliez surtout de votre projet de délocalisation de la production en Europe de l'Est, sans en informer vos actionnaires, sans en informer votre épouse, qui détient des parts de l'entreprise. » Le visage de Philippe se ferma. « C'est un projet confidentiel. Les négociations sont en cours. Des négociations qui impliquent la fermeture de l'usine de Rouen et le licenciement de 150 employés, » précisa Élise. « Des employés qui travaillent pour votre famille depuis des générations. » Marguerite releva la tête, soudain alarmée. « Philippe, tu veux fermer l'usine de Rouen, mais c'est ton grand-père qui l'a créée. »« Maman, » soupira Philippe, « les temps changent. Il faut s'adapter ou disparaître. La production en Roumanie coûte 3 fois moins cher, et les bénéfices seront entièrement détournés vers des comptes offshore, » ajouta Élise, pour échapper au fisc français. « Jean-François m'a dit que vous aviez évoqué les îles Caïmans. »
Maître Dubois devenait de plus en plus pâle. « Monsieur Moreau, j'espère que vous réalisez que ces pratiques sont parfaitement légales, » s'emporta Philippe. « Du moment que tout est déclaré, sauf que rien ne sera déclaré, » répliqua Élise. « Jean-François a une excellente mémoire et une conscience professionnelle irréprochable. » Antoine regardait son frère avec un mélange d'admiration et d'effroi. « Tu comptes vraiment planquer du fric au Caïman ? Ferme-la, Antoine !» aboya Philippe. « Tu ferais mieux de t'occuper de tes propres problèmes. » Élise observait cette famille qui se délitait sous ses yeux. Chacun avait ses secrets, ses faiblesses, ses compromissions, et elle les connaissait tous désormais. « Vous voyez, dit-elle calmement, pendant que vous me traitiez de femme inutile et stérile, moi j'observais, j'écoutais, j'apprenais. » Marguerite tenta une dernière manœuvre. « Élise, ma chère enfant, nous sommes une famille. Nous devons nous serrer les coudes. Une famille. » Élise éclata d'un rire cristallin. « Marguerite, vous m'avez passé 15 ans à me faire comprendre que je n'en faisais pas partie. » Philippe s'approcha de sa femme, tentant de reprendre le contrôle. « Élise, soyons raisonnables. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De l'argent? De l'argent ?» Élise secoua la tête. « Philippe, j'ai plus d'argent que vous tous réunis maintenant. Je contrôle vos revenus, vos logements, vos employés. Qu'est-ce que vous pourriez m'offrir ?» Charlotte tenta une approche différente. « Élise, pour Laetitia, pour l'enfant. Vous n'allez pas priver un bébé innocent de... » « De quoi ?» l'interrompit Élise. « D'un père fortuné ?» Laetitia savait très bien à quoi s'en tenir quand elle a commencé sa liaison avec Philippe. Elle épouse un homme d'affaires prospère, pas un SDF. Antoine explosa. « Tu es devenue folle, complètement folle. »« Non, Antoine, » répondit Élise avec un calme inquiétant. « Je suis devenue intelligente. Il m'a fallu 15 ans, mais j'ai fini par comprendre. » Philippe tentait de garder son sang-froid. Comprendre quoi? Comprendre que dans votre monde, seul l'argent compte, seul le pouvoir compte. Vous m'avez appris cela. Maintenant, j'applique vos propres règles. Maître Dubois, qui assistait à cette scène avec un mélange de fascination et d'inquiétude, tenta d'intervenir. « Madame Moreau, peut-être pourrions-nous envisager un arrangement ?»« Il n'y aura aucun arrangement, » déclara Élise fermement. « L'accord de divorce est signé. Il est irrévocable. Chacun récupère ce qui lui appartient légalement. »« Mais les conséquences ?» protesta Philippe. « Tu te rends compte des conséquences ?»« Parfaitement, » acquiesça Élise. « Vous allez devoir apprendre à vivre selon vos vrais moyens, sans les revenus de la SCI, sans les privilèges liés au patrimoine familial, comme des gens normaux. » Marguerite tentait de retrouver sa morgue habituelle. « Élise, vous ne pouvez pas nous traiter ainsi, nous sommes des Moreau, nous avons un rang à tenir. »« Un rang ?» Élise sourit. « Marguerite, votre rang, c'était votre fortune. Sans elle, vous n'êtes qu'une vieille dame malade qui a passé sa vie à mépriser les autres. »« Man !» Cette fois, ce fut Philippe qui explosa. « Ça suffit, tu n'as pas le droit de parler ainsi à ma mère. »« J'ai tous les droits, Philippe, » répliqua Élise en se levant. « J'ai le droit de la propriétaire majoritaire. J'ai le droit de celle qui paie les factures. J'ai le droit de celle qui contrôle vos vies. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Ah, j'oubliais. Marie-Claire m'a donné sa démission ce matin. Elle préfère prendre sa retraite plutôt que de continuer à travailler pour des gens qui la méprisaient. Les autres employés vont probablement suivre. » Antoine bondit. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je ne fais rien, Antoine. Ce sont eux qui choisissent. 15 ans à les traiter comme des meubles, ça laisse des traces. » Philippe tenta une dernière fois. « Élise, attends, nous pouvons discuter. » Élise s'arrêta sur le seuil. « Discuter? Comme nous avons discuté de mon rôle dans cette famille. Comme nous avons discuté de mes sentiments quand vous m'avez annoncé votre liaison. Comme nous avons discuté de cet accord de divorce que vous m'avez imposé. » Elle marqua une pause, savourant le silence pesant. « Non, Philippe. Le temps des discussions est révolu. Place aux actes. » Et sur ces mots, Élise Moreau sortit du bureau de Maître Dubois, laissant derrière elle une famille détruite, des rêves brisés et un avenir incertain. Le claquement de ses talons sur le parquet résonna longtemps dans le silence de l'étude notariale. Partie 5, conclusion. 6 mois plus tard, par une chaude journée de juin, Élise Moreau se promenait dans les jardins de sa propriété normande. Le domaine de Beaulieu, acquis par la SCI 3 ans plus tôt, s'étendait sur 15 hectares de verdure face à la mer. Les rosiers anciens embaumaient l'air tiède, et le bruit des vagues venait mourir en contrebas sur les rochers. Elle portait une robe de lin blanc, simple et élégante, ses cheveux châtains flottant librement sur ses épaules. Plus de chignon strict, plus de tailleur Chanel. À 42 ans, elle avait retrouvé une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis sa jeunesse.
Son téléphone vibra discrètement dans sa poche. « Madame Moreau ?» C'était la voix de Maître Dubois. « J'ai des nouvelles importantes à vous communiquer. » Élise s'assit sur le banc de pierre, face à la mer. « Je vous écoute, maître. L'entreprise Moreau BTP vient d'être placée en liquidation judiciaire. Monsieur Philippe a dû déposer le bilan hier matin. » Élise ne manifesta aucune émotion particulière. « Et la famille ?» Madame Marguerite a été admise dans la maison de retraite médicalisée des Jardins de Normandie. Sa maladie s'est aggravée rapidement ces derniers mois. Antoine a trouvé un emploi de commercial dans une concession automobile à Meaux. Quant à Charlotte, oui, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour faux et usage de faux. Son mari a demandé le divorce et a obtenu la garde de leurs enfants. Élise ferma les yeux, sentant la brise marine caresser son visage. Elle n'éprouvait ni joie ni tristesse. Juste une forme de justice accomplie. « Et Philippe ?» demanda-t-elle. « Il vit dans un studio à Vincennes avec mademoiselle Laetitia et leur fils. Il travaille comme chargé de clientèle dans une banque. Son salaire permet tout juste de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. L'enfant va bien ? D'après ce que j'ai entendu, oui. Un petit garçon en bonne santé. Ils l'ont appelé Maxime, comme son arrière-grand-père. » Élise sourit tristement. Malgré tout, la vie continuait. Un enfant était né, porteur d'espoir et d'innocence, ignorant les drames qui avaient précédé sa venue au monde. « Maître, » dit-elle après un silence, « je voudrais que vous prépariez un nouveau testament. »« Bien sûr, madame. Quelles sont vos volontés ? Je lègue la totalité de mes biens à 3 bénéficiaires. 1 tiers à l'association SOS Femmes Battues, 1 tiers à la Fondation pour la recherche médicale sur l'infertilité, et 1 tiers, elle marqua une pause, regardant un voilier au loin. 1 tiers en fidéicommis pour le petit Maxime Moreau. Il pourra en disposer à sa majorité, à condition de ne jamais porter préjudice aux employés de l'entreprise familiale. C'est très généreux, madame. Et les autres membres de la famille ? Ils recevront chacun une rente viagère de 1 000 € par mois. De quoi vivre décemment sans plus. Ils apprendront la valeur de l'argent. Après avoir raccroché, Élise continua sa promenade. Elle pensait à cette matinée chez le notaire, 6 mois plus tôt, quand elle avait signé cet accord de divorce, en sachant parfaitement ce qu'elle faisait. Les mois qui avaient suivi avaient été difficiles pour tout le monde. Philippe avait d'abord tenté de contester la validité du don de part, engageant les meilleurs avocats de Paris. Mais les actes étaient inattaquables, rédigés selon les règles de l'art par Maître Dubois lui-même. L'oncle Hubert, interrogé, avait confirmé avoir donné mandat à Élise en toute connaissance de cause, estimant qu'elle était la seule à avoir du cerveau et de la morale dans cette famille. Laetitia, enceinte de 8 mois, avait rapidement compris que l'homme qu'elle épousait n'était plus le riche patron qu'elle avait séduit. Les disputes s'étaient multipliées. Elle reprochait à Philippe d'avoir tout gâché par son divorce précipité. Lui, de son côté, découvrait les aspects moins charmants de sa jeune maîtresse. Capricieuse, dépensière, uniquement intéressée par l'argent et le statut social. Leur mariage avait eu lieu dans la plus stricte intimité à la mairie du 15e arrondissement. Fini le rêve de Notre-Dame-des-Champs et de réception au Bristol. Marguerite, déjà affaiblie par sa maladie, n'avait pas eu la force d'organiser quoi que ce soit. Charlotte et Antoine, aux prises avec leurs propres problèmes, s'étaient contentés d'être témoins. La naissance du petit Maxime avait apporté un peu de joie dans ce chaos familial. Philippe découvrait les nuits blanches, les pleurs incessants, les contraintes de la paternité sans l'aide d'une gouvernante. Laetitia, épuisée par l'accouchement et désillusionnée par sa nouvelle vie, sombrait dans une dépression post-partum que Philippe ne savait pas gérer. L'entreprise familiale, privée des revenus de la SCI et des fonds offshore que Philippe n'avait plus les moyens de constituer, s'était rapidement retrouvée en difficulté. Les banques, informées par un mystérieux correspondant des projets de délocalisation et d'évasion fiscale, avaient retiré leur confiance. Les clients, inquiets de la situation financière de l'entreprise, avaient annulé leurs commandes. Antoine, poursuivi par ses créanciers, avait dû vendre sa collection de montres de luxe et sa voiture de sport. Il travaillait maintenant 12 heures par jour pour un salaire de base, découvrant la réalité du monde du travail qu'il avait toujours méprisé. Charlotte, humiliée par son procès et son divorce, vivait dans un petit appartement de banlieue. Ses anciens amis du tout Paris l'avaient ostracisée. Elle, qui portait autrefois des créations de grands couturiers, faisait maintenant ses courses chez H&M et prenait le RER pour se déplacer. Marguerite, dont la maladie progressait rapidement, avait des moments de lucidité où elle réalisait l'ampleur de la catastrophe. Dans ses bons jours, elle parlait d'Élise avec un mélange de respect et de terreur, comprenant enfin l'intelligence de cette belle fille qu'elle avait tant sous-estimée. Élise, elle,
avait choisi de s'installer définitivement en Normandie. Elle avait retrouvé ses racines, ses vraies valeurs. La propriété de Beaulieu était devenue un havre de paix où elle accueillait régulièrement des femmes en difficulté, victimes de violences conjugales ou de harcèlement. Elle avait embauché Jean-Pierre, l'ancien jardinier des Moreaux, qui avait accepté avec joie de s'occuper du domaine. Marie-Claire venait la voir régulièrement, profitant de sa retraite bien méritée. François, le chauffeur, était devenu son homme de confiance, gérant les relations avec les locataires des immeubles parisiens. L'après-midi touchait à sa fin quand Élise entendit le gravier de l'allée crisser sous les roues d'une voiture. Par la fenêtre du salon, elle vit Philippe descendre d'une Citroën d'occasion, tenant dans ses bras un bébé emmitouflé dans une couverture bleue. Il avait maigri, ses cheveux grisonnaient et ses vêtements n'étaient de plus de grande marque. Il ressemblait au jeune homme qu'elle avait connu 20 ans plus tôt, avant que l'argent et le pouvoir ne le transforment. « Bonjour Élise », dit-il simplement quand elle lui ouvrit la porte. « Bonjour Philippe ». Ils se regardèrent quelques instants en silence. Puis le bébé se mit à pleurer, et Philippe le berça maladroitement. « C'est Maxime ?» demanda Élise. « Oui », Philippe hésita. « Laetitia est partie. Elle a pris le TGV pour Marseille ce matin. Elle dit qu'elle ne supporte plus cette vie. » Élise n'était pas surprise. Elle avait prévu cette issue dès le début. Laetitia n'était pas une femme à rester quand les choses devenaient difficiles. « Et tu viens me voir, pourquoi ?» demanda-t-elle sans agressivité. Philippe baissa les yeux. « Je ne sais plus quoi faire. Je n'y arrive pas, Élise. Élever un enfant seul, travailler, gérer maman qui ne me reconnaît plus. Tu veux que je t'aide ? » Il releva la tête, et elle vit des larmes dans ses yeux. « J'ai tout détruit, Élise. Tout. Notre mariage, ma famille, l'entreprise. Je ne mérite pas ton aide. Mais Maxime... » Élise regarda le bébé qui s'était calmé et la fixait de ses grands yeux bleus innocents. Cet enfant n'était responsable de rien. Il méritait d'avoir une chance dans la vie. « Entre », dit-elle en s'effaçant. Philippe pénétra dans le salon qu'il connaissait bien. Rien n'avait changé depuis l'époque où cette maison était sa résidence secondaire. Les mêmes meubles anciens, les mêmes tableaux aux murs, la même atmosphère chaleureuse. « Élise », dit-il en s'asseyant, « je voudrais te dire... » « Quoi ? » Que j'ai compris. Compris qui tu étais vraiment. Compris ce que j'ai perdu. Compris que tu valais 1000 fois mieux que nous tous. Élise s'assit en face de lui. Il t'a fallu tout perdre pour comprendre ça ? Oui. Philippe regarda son fils endormi dans ses bras. Tu sais, quand Maxime est né, j'ai pensé à toi. À tous ces enfants que nous aurions pu avoir ensemble si ta famille m'avait accepté, si tu avais eu le courage de me défendre, si tu m'avais vraiment aimé. Philippe hocha la tête. Tout ça, oui. Je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas que tu ne tombais pas enceinte. Le problème, c'est que nous n'étions plus un couple aimant. Comment un enfant peut-il naître dans un foyer où il n'y a plus d'amour ? Élise le regarda longuement. Cet homme avait été sa vie pendant 15 ans. Elle l'avait aimé passionnément, puis haï profondément. Maintenant, elle ne ressentait plus qu'une forme de pitié mêlée de tristesse. « Philippe, » dit-elle doucement, « nous ne reviendrons jamais en arrière. Trop de choses ont été dites. Trop de mal a été fait. Mais cet enfant, » elle tendit les bras, et Philippe lui confia son fils. Maxime ouvrit les yeux et la regarda avec cette gravité particulière au nouveau-né. « Il a tes yeux, » murmura-t-elle. « Et ton intelligence, j'espère, » répondit Philippe avec un sourire triste. Élise berça doucement l'enfant. « Que veux-tu que je fasse, Philippe ? » ?»« Je ne sais pas. L'adopter ? Le prendre en garde partagée ? N'importe quoi plutôt qu'il grandisse dans un studio sordide avec un père qui ne sait rien faire. » Élise réfléchit longuement, puis elle prit sa décision. « Maxime peut venir ici quand tu travailles. Jean-Pierre et sa femme adorent les enfants. Et moi ? Et toi ? Moi ? J'apprendrai à être la marraine qu'il mérite. Pas sa mère, Philippe. Je ne prendrai jamais la place de Laetitia, mais une marraine aimante qui veillera sur lui. » Philippe ferma les yeux, submergé par l'émotion. « Merci, Élise, merci. Ne me remercie pas. Fais-toi que cet enfant grandisse dans l'amour et le respect. Qu'il ne devienne jamais comme ta famille. Jamais, promit Philippe. Je te le jure. » Alors qu'Élise berçait le petit Maxime endormi, elle pensait à l'ironie de la situation. Elle qui n'avait jamais pu avoir d'enfant, allait finalement en élever un. Pas le sien biologiquement, mais peut-être celui de son cœur. Dehors, le soleil se couchait sur la mer, projetant des reflets dorés dans le salon. Une nouvelle vie commençait, bâtie sur les ruines de l'ancienne. Une vie où la justice et l'amour l'emporteraient enfin sur l'orgueil et l'argent. Ce que la famille Moreau avait toujours ignoré, c'est que le document qu'Élise avait signé ce jour-là chez le notaire
n'était pas seulement un accord de divorce, c'était l'acte de naissance de sa liberté, et la preuve que l'intelligence et la patience finissent toujours par triompher de l'arrogance et de la cruauté. Dans ses bras, le petit Maxime dormait paisiblement, ignorant qu'il venait d'hériter de la plus belle des marraines, et que sa vie serait désormais placée sous le signe de l'amour véritable.